Ça va? Alors, il y a la mort des autres et il y a sa mort. Oui. Enfin, pour moi, perso, Oui. c'est pas la même chose. Non, mais. Oui, 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 Pourtant, oui, oui. pourtant, on parle de la mort. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui. Alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai un peu côtoyé aussi la mort. La sienne, putain, c'est pas pareil quand même. C'est très facile. Il y a des instincts de survie, Oui. je sais pas, tu vois, animal peut-être. Complètement. Puis les animaux, tu vois comment ils sont. Ouais, ouais. C'est très facile d'en parler quand on n'a pas été confronté au truc. Tu vois, moi, je pense qu'il y a deux choses où on se retrouve à poil, tout nu. Hein. C'est devant l'amour et devant la mort. Là, ça devient compliqué de tricher. Le vrai amour, hein, et la mort. Là, tu es un petit peu... et toutes ces choses-là, c'est très facile à dire tant qu'on t'a pas dit, mais là, tu es malade et tu vas mourir. Ou potentiellement, tu peux mourir. Voilà. C'est un peu ça. Bah ouais, moi quand on m'a dit que j'avais un cancer, forcément... c'est ça. Putain, on tombe quand même. Oui. C'est pour les autres, c'est pas soi, quoi. Oui, c'est ça. Autres. C'est ça. Là, ça change un peu le paradigme. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense pas qu'on puisse... Quand je dis que la mort est une amie, elle est une amie dans ce qu'elle donne de puissance à ma vie. Ça ne veut pas dire que le jour où je vais être en face d'elle, je vais faire la maline. Hein. Soyons clairs. Non mais c'est tout à fait ça. Hein. L'idée, c'est pas de dire wow, même pas peur et tout va bien. Je pense pas, parce qu'effectivement, on a un instinct de survie. Puis l'ego, il veut une chose, c'est pas mourir. Hein. Donc, alors après, c'est là que... Mais par contre, de le voir, tu vois, de le regarder, est-ce que toi, ça a changé des choses dans ta vie? Ah oui. Bah oui. Voilà. Forcément, il n'y a même pas à se poser de questions, ça change les choses. C'est ça. Ça fait tout ça. Ah bah, voilà. Il y a un avant et un après. Donc, ouais, mais le truc, c'est à la limite, j'avais dit ça, c'est une copine de boulot, et elle m'a dit, mais c'est un mal pour un bien. Et elle a complètement raison. Parce qu'on se débarrasse de plein de choses. Là, tu relativises. Énorme. Et ça fait un ménage de dingue. Tu relativises. Hein. C'est formidable. Et je suis d'accord que c'est pas du tout la même puissance que quand c'est... Je pense que la mort de l'autre, en fait, tu vois, c'est pour ça que on commence par les pertes, la mort d'un petit animal, la mort de quelqu'un de proche, puis après sa propre mort. Et je pense que simplement de regarder le fait que la mort existe, que l'autre meurt, que l'autre peut mourir, va mourir, c'est pas que ça va rendre notre mort forcément plus facile, c'est pas ça l'idée, c'est juste que ça va donner plus de valeur à la vie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça l'idée. Hein. Ça, c'est plus que l'idée, c'est la réalité. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Pour moi, c'est de la théorie, ça, puisque moi, je ne me suis pas trouvée dans ton cas d'un diagnostic. Je l'ai vécu de très près, mais chez les autres. Donc, merci de ton témoignage. Oui. Une question, parce qu'on entend souvent parler de régénération des cellules en ce moment, par la science pour repousser l'âge encore plus loin, voire accéder à l'immortalité, mais si on n'y est pas encore. Oui. Et vous en pensez quoi? J'en pense que si on considère juste qu'un être humain, c'est une machine et qu'en remplaçant les pièces, elle va continuer à fonctionner, ok. La question est, est-ce qu'un être humain, ce n'est qu'une machine avec des pièces et des cellules? Après, c'est une croyance. J'ai la mienne, mais... Mais c'est toujours... Et je pense que
les médecins, et ça s'entend aussi, puisque c'est le sens de leur métier, mais je pense que beaucoup vivent la mort comme un échec. Et que c'est extrêmement... En même temps, c'est le but de la médecine, de repousser la mort. Et oui, il est arrivé à travers les siècles. Tout à fait. Mais absolument, c'est ce que je dis, c'est logique, c'est le sens de leur... Mais effectivement, ils vivent la mort comme un échec. Donc, voilà, ils cherchent à repousser. Alors, il y en a qui vont dans le sens de... est-ce qu'on prolonge les cellules? Et puis, il y a des médecins qui partent sur d'autres choses. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les travaux du docteur Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, qui fait bouger sacrément les choses. Il est médecin, réanimateur, anesthésiste. Donc il fréquente la mort assez souvent, évidemment. Et c'est quelqu'un de très sérieux, qui fait vraiment les choses très sérieusement, très enfin bon, j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il est très, comment je peux dire, vraiment neutre et vraiment rigoureux, voilà, dans sa façon de faire ses études et ses recherches. Après, ça dépend de ce qu'on parle de. La mort est une amie, d'accord, mais quand on en a conscience, parce qu'il peut se faire qu'à partir d'un certain âge, ça a dû être le cas pour ton père, il n'avait plus conscience de son état. C'est au travers de la maladie d'Alzheimer, mais d'autres maladies. Donc là c'est un autre, on rentre dans un autre sujet. Oui. Et là, c'est plus compliqué. Parce que c'est plus compliqué. Je dirais, j'espère qu'il n'en était pas conscient, de tout mon cœur. Je n'en suis pas sûre. Il était vraiment à l'agonie et moi, j'avais un stage, donc je ne pouvais pas partir. Et en fait, il pesait vraiment 30 kilos. C'était... Bon, bref. Recroquevillé, les yeux comme ça, enfin il bougeait plus, voilà, c'était juste une horreur. Et je suis arrivée, donc dès que j'ai pu, j'ai quitté mes jeunes heures le vendredi midi après le repas de reprise et je suis vite partie. Et en fait le médecin a dit mais il y a quelqu'un qui l'attend de voir ou quelque chose pour s'accrocher comme ça. Et maman a dit c'est notre fille. Et le médecin a dit quand elle va arriver, vous allez voir, ça va aller. Effectivement, je suis arrivée, je lui ai dit, écoute papa, c'est gentil de m'avoir attendu, mais vas-y, maintenant ça suffit, quoi. C'est pas la vie ça, et c'est ok, avec maman on va faire attention à elle, et voilà, fais ce que tu vas faire. Et j'ai dit à maman, tu lui as dit, est-ce que tu peux lui dire? Elle est restée avec lui pendant la nuit, elle le lui a dit aussi, et il est parti. Donc est-ce qu'il n'était pas conscient? Est-ce que c'est le hasard? Mais en tout cas, Elisabeth Kubler-Ross, elle a remarqué ça. C'est de là qu'elle a parlé de ces fameux unfinished business. Donc, la conscience, c'est justement là-dessus que travaille le docteur Charbonnier. Où il explique qu'il y a une conscience qui est liée aux neurones et il y a une conscience qui est extra-neuronale. Oui, parce qu'après, il y a l'acharnement thérapeutique. Il y a une limite à pas dépasser. Oui, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que dire les choses avant, parler, dire ce qu'on souhaite pour soi, ça peut faciliter quand il y a des décisions à prendre pour l'entourage. Moi, je savais que Xavier voulait absolument pas avoir d'acharnement thérapeutique, etc. Il n'empêche que la décision à un moment de le sédater parce qu'il avait trop mal et que c'était la fin et qu'il fallait juste arrêter la souffrance, c'était pas de le tuer, c'est juste de l'endormir. Mais on sait que on le met dans un coma, il n'y a pas de machine arrière. Okay, c'est quand même une sacrée décision à prendre. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce qu'il avait un médecin généraliste qui était exceptionnel. Et quand l'infirmière l'a appelé pour lui dire ça y est, elle a pris la décision, tout de suite il est arrivé, il m'a dit vous allez comment? Vous sortez là, on va discuter tous les deux. Et je me suis écroulée en sanglots. Il m'a dit mais de toute façon vous l'auriez pas fait, je l'aurais fait ce soir. Il me dit vraiment j'attendais que vous le fassiez, c'était à vous de le faire. C'est magnifique ce qu'il a fait ce médecin.
Et voilà, et Xavier est mort. Non, on a eu beaucoup de chance. Il a été extraordinaire. Parce qu'il y a un créneau qu'on gère. Je ne sais pas si on le gère correctement ou pas vis-à-vis de l'hôpital, c'est la fin de vie. Parce qu'en fait, cette période où on est en traitement, ça fait partie entre guillemets de la vie, parce qu'en fait, malheureusement, la maladie fait partie de la vie. Eh ben oui. Mais cette passerelle-là de fin de vie, en fait, lui, il a décidé de le vivre à la maison. C'est ce que je déciderais aussi, certainement, mais comment oui, et puis il n'y a rien d'organisé. Il n'y a rien. Et puis à mettre en application, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Moi, les enfants de Xavier ont été extraordinaires parce qu'ils se sont relayés autant qu'ils ont pu alors qu'ils avaient des enfants. Il y en a, moi je suis à Albi, il y en a une à Pau, une à Bordeaux, une à Nantes, et un à Nantes, pardon. Ils se sont relayés pour être là, pour... Tout le monde s'est serré les coudes. Bon, c'est vrai que ça nous a créé des liens extraordinaires, mais c'est pas simple. Hein. Et moi, j'ai la chance de travailler sur mon lieu d'habitation. Sinon, c'était comment j'aurais fait, je sais pas. Et ça, tout ça, c'est pareil. La société, dans un tel déni de la mort, qu'on ne regarde pas ça et on se pose pas 5 minutes pour discuter en disant mais comment est-ce qu'on accompagne nos mourants ? Ah non, de toute façon, non. Ils vont pas mourir, on va les soigner, ou on va les guérir, ou non, ils vont pas mourir, puis de toute façon, s'ils meurent, on les met vite, allez, 20 minutes au crématorium. Enfin, c'est ça quand même, hein. C'est ça quand même. Alors que le jour où on va accepter de se dire bah ok, on va mourir, tu vas mourir, je vais mourir. Ok, on en parle. Hein. Et vraiment, si j'ai juste une intention ce soir, c'est ça. C'est juste de vous faire toucher à quel point ça peut être important. Et oui. Alors moi j'ai des parents qui ont passé 80 ans. Oui. Qui n'en parlent pas. Qui font des choses qui me font penser qu'ils prennent conscience, ça y est, qu'ils vont partir. Oui. Ils ont réservé leur place dans un cimetière. Ils m'ont mis au courant. Mais néanmoins, on ne parlera pas ils ne vont pas m'en parler spontanément. Ouais. Et c'est très très difficile d'amener la conversation là-dessus. Oui. Et surtout quand vous n'habitez pas à 10 minutes. Oui. Oui, je comprends. Et en fait, je ne sais pas du tout comment aborder le sujet. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Surtout avec ses parents, je crois. Après, est-ce que ça peut être par un film ? Souvent, ça peut permettre, on regarde un film et puis, après on en parle. Ah oui, mais tiens, en fait, et toi ? Ou il y a plein de films, hein, de films touchants sur le sujet. S'ils lisent, ça peut être un bouquin. Alors, c'est plus ciblé, le bouquin. Le film, ça peut être, voilà, j'ouvre un espace, on voit ça, et après, du coup, on en discute. Ça peut être ça. Après, si les gens ne veulent pas en parler, alors, est-ce qu'ils ne veulent pas en parler parce que c'est par décence ou parce que eux ils ont fait leur truc et voilà, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas vous faire de peine ? Parce que les parents, c'est souvent ça aussi. Hein. Le problème, c'est que si c'est tabou, on ne sait pas. Ben non, moi, c'est ça le problème. Qui a un cancer et en fait, j'étais prêt à l'accompagner. En fait, il m'a dit qu'il voulait absolument pas en parler. Voilà. Ça, c'est exactement comme mon amie Sandrine. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut aller chercher l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que j'aime l'autre, même s'il fait pas ce que j'attends. Même si j'aime l'autre dans sa singularité et dans son choix. Je dis pas que c'est simple. Hein. Mais est-ce que c'est pas la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner ? Il n'y a pas de bon choix. Et puis il n'y a pas un choix universel en plus. Hein. Ça va faire rigoler mes jeuneurs, ça, parce qu'ils l'ont tellement entendu, celle-là. C'est une fois de plus, prendre les infos pour faire un choix en conscience. Voilà. Ce que je leur dis quand je leur fais les conférences sur l'hygiène de vie, il
Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Vous voulez manger des laitages, de la viande, allez-y. C'est juste avoir les infos pour faire un choix en conscience. C'est juste ça. Et le mien sera différent de celui de Béatrice, qui sera différent du tien. C'est voilà. Je crois peut-être aussi on peut déjà exprimer, plutôt que de questionner les autres sur ce qu'ils veulent. Moi je sais que chez moi j'ai dit déjà ce que je voulais et c'était un peu choquant. Ah mais pourquoi tu dis ça, t'as le temps? Je dis ben non parce que peut-être demain je vais mourir. Et moi j'ai le réflexe aussi quand je vais par exemple au travail, c'est vraiment le réflexe de dire par exemple bon je te dis ça parce que peut-être demain je serai morte. Alors tout le monde me dit mais tu es malade toi? Moi non en fait c'est dans mes tripes. Bon j'ai été confrontée par des proches aussi, donc c'est vraiment pas une théorie, c'est dans mes tripes que demain je peux être morte et c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc je le dis et je sais qu'en famille quand j'ai commencé à dire ce que je voulais si j'allais mourir, il y avait un grand silence en fait, personne, et puis tout d'un coup tout le monde s'est mis à dire ah ben moi je voudrais ça, enfin tout le monde. Et alors pour moi c'était pas un problème en fait de le dire, mais je sentais qu'il y avait c'était et finalement en commençant à en parler moi, sans demander tu veux quoi, toi tu veux quoi, toi tu veux quoi, en exprimant, moi j'ai dit voilà moi ce que je veux, et puis tout le monde après, et puis j'avais même un beau-frère qui dit ah j'ai jamais pensé, puis le lendemain à table il a dit ah ben moi en fait j'ai réfléchi, voilà ce que j'aimerais, et donc en fait ça avait débloqué, mais j'ai posé aucune question, j'ai juste dit... souvent c'est un bon truc de parler avec un je. Au lieu de dire tu, paf, ça y est, il y a une porte qui se ferme. Dire je. Hein? On dit on aussi souvent. Oui, on. Alors ça c'est parce que c'est rassurant d'être à plusieurs dans le truc. Hein. Mais je, c'est beaucoup plus puissant. Et puis je, ça n'engage personne. C'est-à-dire que, enfin, c'est génial. C'est pas tu me gonfles. C'est je me sens mal quand il se passe ça. C'est complètement différent dans ce que j'envoie à l'autre. C'est-à-dire je prends la responsabilité, je prends mon truc. Et du coup, là, de vous autoriser ça, et ben, ça a été contagieux et tout le monde s'est autorisé. Oui, ma soeur et mon beau-frère, elles n'avaient jamais parlé entre eux. Et du coup, ils se sont dit après, moi, chacun... Voilà, c'est juste ça. Ce qu'ils voulaient, quoi. Bravo, je trouve que c'est un beau cadeau, ça, à leur faire. Et à vous faire et à leur faire. Bah ouais. Je pense que quand on a été confrontés, moi ce que je dis souvent à mes proches quand ils me disent pourquoi tu dis ça, enfin, moi ça fait tellement partie de... Je leur dis qu'avant je le théorisais, et puis quand on est confronté, c'est dans les tripes en fait. Quand ça passe par l'expérience, ça descend. Hein. C'est plus que là, hein. C'est ça. Et donc en fait c'est vraiment comme avoir... Enfin, c'est quelque chose qui est plus du tout ici, pour moi, qui est ailleurs. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais donc c'est une réalité. Peut-être là aussi, dans le cœur. C'est quelque part. C'est descendu en tout cas. Oui, c'est ça. Ça passe de là à là. Mais l'expérience, ça sert à ça pour moi, l'expérience. Hein. La théorie, ça reste de la théorie. Quand on est passé par l'expérience, ça y est, ça descend. C'est tout. Ouais, je sens les choses comme ça aussi. Et avec Xavier, c'est étonnant, c'est que tous les jours, on se disait, parce que bon, on ne s'est pas rencontrés, on n'était pas tout jeunes, donc, et on se disait tous les jours, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour, il faut qu'on en profite. Et on se disait toujours ça. Et bien on a bien fait, hein. Ça on a bien fait. Pour ça je dis pas de regret. Et je trouve que vraiment le fait de, alors sans en faire une amie, je pousse un peu le bouchon, mais je titille un peu, mais en tout cas de regarder ça, vraiment ça permet de relativiser et de ne pas laisser passer les choses. Je crois vraiment que si j'avais su, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Et puis ça renvoie aussi pourquoi on est là. Si on n'est pas capable de passer des messages pendant qu'on est là. En tout cas, mais c'est ça. Et toujours dans les conférences d'Isabelle Padovani, ce matin, elle disait on est des êtres de transmission et de partage. Et waouh, je me suis dit, mais tellement. Tellement. Vous avez écouté ça sur YouTube ? Oui, elle a une chaîne TV, Isabelle Padovani, et
Ouais, à chaque fois, elle me... Et elle fait de la communication non violente, donc c'est plein de douceur, c'est plein de bienveillance. Mais waouh! Elle a beaucoup d'humour, elle est très très drôle, elle est super drôle, ce qui ne gâche rien. Oui. Moi je voulais aussi dire une chose par rapport au fait de profiter, parce que c'est demain on va mourir, c'est le dernier. Oui. Moi à un moment j'étais un peu dans ça aussi, c'est une espèce de pression, une injonction. Parce qu'à un moment, des fois j'aime bien être chez moi, à rien faire du tout. Oui. Mais ça fait pas longtemps que finalement je m'autorise aussi à ça. Et puis je me dis, mais après tout, parce que j'avais l'impression, quand j'ai été confrontée à ces décès, tout ça, j'ai passé 10 ans de ma vie où j'ai fait tout comme si j'allais mourir demain. Et en fait, j'ai tout fait, toutes mes frustrations, j'ai tout fait. Fallait que je me suis lancée dans une course. C'était la checklist, hein, c'était la to-do list. Avant que je meure, il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai fait ça, il faut pas que je meure. Et je me suis épuisée pendant des années. Et en fait aussi maintenant, ce que j'ai appris, c'est que, ok, peut-être je peux mourir demain, mais je suis plus dans aussi une injonction de, comment dire, profiter de tout. Oui, c'est pas une pression, c'est-à-dire profiter. Ouais. Oui, parce que je pense que le terme de profiter n'est pas juste. C'est plus d'être conscient et présent dans le moment présent. C'est plus ça, c'est-à-dire que. C'est un peu comme il ne faut pas manger du sucre ou tout ça, mais des fois, si on ne fait rien, ou même si on va avoir des regrets, on n'est pas parfait, c'est comme ça, et puis tant pis, puis on en est peut-être pas en conscience. Tac. Et moi, ça m'a... Ça fait rire mes jeunes, parce que je leur dis, on n'est pas là pour devenir des intégristes. Oui, d'accord. Moi, je leur parle du plateau du plaisir. À un moment, on est en... Enfin, moi, je veux dire, voilà, moi, à un moment, j'étais un peu rentrée là-dedans. Ouais. De me dire, voilà, ouais, c'est vrai. Gâcher, par exemple. Mais c'est pas dans les choses, c'est surtout que c'est pas dans les choses extraordinaires qu'il est le plaisir. C'est-à-dire que la fois où j'ai le plus pleuré, en plus pour une naturopathe, c'était même pas devant un magasin bio, bravo. C'était sur le parking d'Intermarché, réellement, tu vois le truc, le parking d'Intermarché réellement, où j'ai fondu en larmes parce que quand Xavier était là, et ben, ce qui était, même faire des courses, c'était juste génial. C'était pas aller en Nouvelle-Zélande, on l'a jamais fait, on s'en fout. C'était dans les petits trucs du quotidien. Mais le bonheur, c'est quelque chose de simple. C'était juste en conscience dans ces petits trucs-là où ça mettait de la magie, où on se marrait, où on faisait les andouilles, ou voilà. Et c'est vrai, c'est pas un tas de trucs extraordinaires à faire, c'est des petites choses. Et je crois que là où j'en suis aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est quand même la simplicité, quoi. Le bonheur est dans les choses simples. Hein. Dans la conscience des choses aussi. Dans la conscience, oui, parce qu'on est conscient, parce qu'on est là quand on les fait. On n'est pas à penser au truc, au machin. Alors, je ne suis pas encore écartelée, là. Il y a encore du boulot, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais, d'être dans le moment présent. Et c'est là que je suis vivant, c'est que dans celui-là. Ça va à l'inverse de la société de consommation. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment cette espèce de fuite où, justement, parce qu'il ne faut pas se confronter à ça, quoi. Donc on est dans cette espèce de il faut faire plein de choses, il faut avoir. Et on est quand est-ce qu'on est? C'est ça le truc. Mais je pense que ce déni de la mort y est pour beaucoup. Hein. Alors c'est vrai que les jeunes, c'est des moments un petit peu particuliers parce que les gens sont dans la bulle, il n'y a plus d'heures, il n'y a plus de repas, il n'y a plus rien. Et on est un peu en face de soi quand même. Alors il y en a qui le vivent bien, mais je suis toujours touchée et étonnée par les gens pour qui c'est pas possible ça. Hein. Et c'est compliqué, hein. Je peux vous dire qu'il y a des têtes qui ont du mal à lâcher et je leur dis chapeau parce que franchement, les semaines de jeûne, c'est plus dur pour la tête que pour le corps. Hein. C'est une semaine, c'est ça? Oui, c'est une semaine, ouais. Mais parce que on boit quand même. Hein. Oui, c'est pas du jeûne sec. Oui. Vous irez leur demander, ils vous expliqueront. Ouais, je demanderai après, ouais. Ça va bien. Hein. Récidiviste en plus. Tous les trois, là. Ouais. Mais
Et puis, il y en a au fond qui viennent bientôt aussi, alors tu vois, rassurez-le. Oui, tranquille. Mais c'est étonnant parce qu'il y en a effectivement qui vont avoir tout le temps le téléphone, tout le temps le portable, tout le temps... Et les enfants, c'est pareil, hein. Les enfants, ils savent plus s'ennuyer, c'est-à-dire que les enfants, c'est tout le temps aussi cette surenchère d'activités, de piano, de sport, de machin, de trucs, ils sont surbookés. Moi, j'ai eu mes petits-enfants l'été dernier, je leur ai dit à un moment, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va apprendre à s'ennuyer. Bon, ils sont habitués, ils savent. Et après, c'est tout le débat philosophique qui est comment on se développe à la fois en termes de santé, spirituellement, dans une société d'hyperconsommation, de mondialisation. Oui, c'est compliqué. Et ce qui est un vrai défi pour beaucoup de gens, et moi en premier. Hein. Je pense que c'est des choix, tout simplement. Ouais. C'est des choix. Hein. Après, il y a des peurs. Après, je pense que quand vous vivez dans une... C'est des choix encore, oui. Quand vous vivez dans une capitale, tout ça... Ah oui, non, ça c'est clair. C'est bien pour ça que j'ai jamais fait ce choix-là. Et que je ne le ferai, je pense, jamais. Je suis dans un village de 240 habitants, mais c'est bien. La consommation, c'est pas une fatalité, c'est pas une obligation. Non. C'est pas parce qu'on vit à Paris qu'on doit être automatiquement... Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a plus de tentations. Tu vis à Paris, plus mais tu prends le métro, tu consommes d'une certaine façon ce que tu vis. Tu consommes les rhums qui sont tous les 5 mètres. Enfin, moi, je ne peux pas rester indifférent à ce que je vois. Je consomme. Je consomme. Oui, non, mais bon. Mais voilà, je pense que... Moi, je vois, hein, j'habite entre la Guadeloupe et la France, et Paris. Et je trouve que... en termes d'embouteillage, de transport, que ce soit en Guadeloupe ou à Paris. Je trouve que c'est antinomique avec un épanouissement mais ça, je suis global. Absolument convaincue. Ouais. Je suis absolument surtout convaincue. Que je me dis comment on se développe en passant 3 heures dans une voiture dans des embouteillages par jour. Ça, je suis absolument convaincue. Hein. Mais après, une fois de plus, c'est des questions de choix. Ouais, on est d'accord. Voilà. Et c'est pour ça, justement, il faut cultiver son jardin, le construire, et c'est et puis une fois de plus, c'est une notion de partager ses expériences aussi avec les autres, parce que si d'autres n'avaient pas partagé avec moi, par exemple, si Elisabeth Kubler-Ross n'avait pas partagé dans ses bouquins, je serais toujours à me poser des questions. Voilà, donc c'est intéressant quand on a une expérience de la partager. Ça ne veut pas dire vouloir convertir les gens, c'est différent, mais partager. Depuis le cœur, j'ouvre et je partage, c'est tout. Après, les gens prennent ou prennent pas, c'est pas très grave. Mais partager, ça c'est important. En tout cas pour moi. Ce que vous dites, tout simplement, au départ, quand vous disiez je vis pour deux. Oui. J'avais l'idée de est-ce que quand on vit pour deux, on peut laisser partir quelqu'un ? Et là maintenant, je me dis, c'est pas laisser partir en fait, c'est plutôt laisser être. Oui, c'est ça. De toute façon, oui, après une histoire comme ça, qui a quand même été très spéciale et très intense, puisqu'il est venu mourir dans mes bras en fait, hein, c'est vraiment ça. Sur ces 63 années de vie, on en a passé 1,5 ensemble. Donc, il est venu mourir dans mes bras. Mais bien sûr que ça m'a transformée. C'est en ça qu'il est là. C'est pas parce que je le retiens. Hein. Alors là, j'ai fait ce qu'il fallait pour. Oui. Oui. Là, on est plus dans l'idée de c'est pas parce qu'on perd. Non, puis qu'est-ce que j'ai perdu ? Ça, qu'est-ce que j'ai perdu ? Voilà, c'est juste
vivre de tout ce qu'on a vécu et de tout ce que j'ai appris avec lui, grâce à moi aussi, parce que je me suis donné les moyens d'en apprendre quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est plus, je prends ça et je le transforme, c'est pas que je retiens, c'est que je prends ce qui reste et je transforme. Ce qui m'a énormément plu dans votre conférence, c'est que je trouve que c'est une belle métaphore sur la vie justement et sur finalement presque en oubliant la mort, mais comment se comporter face à sa vie et à ses défis. Et il y a une métaphore dans votre vocabulaire avec justement quelque chose de très vivant, quoi. Les défis. Oui, je suis en vie. Et jusqu'à la fin, je vais en profiter. Comme ça, quand ça sera l'heure, ça sera l'heure. Et puis après, je saurai après. Merci beaucoup. Bon retour. Merci d'être venu. Oui, il y a quelque chose d'incroyable, c'est de parler de la mort qui fait que finalement, on se sent encore plus vivant, quoi. Bah oui, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Donc, mais c'est ça. Ne nous en privons pas. Oui. Alors que si tu te dis je vais pas avoir de chien parce que j'entends ça des fois, moi j'ai pas de chien parce que s'il meurt c'est trop difficile. Et puis moi j'aime pas parce que si de toute façon ça finit mal et puis après si on s'aime plus ça fait trop mal. Mais là t'es déjà mort alors hein. Là t'es déjà mort hein. Pour moi c'est, tu vois. Et la tristesse, ça fait partie, ça veut dire qu'on est en vie. Tant qu'on a des émotions, ça veut dire qu'on est en vie. Donc, est-ce que la solution, c'est de fuir ces émotions ? Peut-être. Après, je ne peux pas juger le chemin de l'autre, savoir ce qu'il a vécu, savoir quelles sont ses blessures, savoir quelles sont... évidemment, on n'a pas tous... moi, j'ai une enfance très heureuse avec des parents aimants. Peut-être que, je ne sais pas, des gens qui ont été battus, abusés, etc. Voilà, chacun a son chemin, donc on ne peut pas se permettre de juger le chemin de l'autre. Ça, je partage et chacun prend ce qu'il peut en prendre. Voilà, j'essaye de ne pas être, comment je peux dire, choquante dans mon propos. J'essaye que ça parte de là, mais bon, j'espère que ça va. J'ai été voir la conférence de Frédéric Lenoir oui. vendredi dernier, ouais. Ah ouais. Il y a une petite phrase, je trouve qu'il va bien. Il dit qu'en fait, je vais lui passer le micro pour la petite phrase de la fin. Alors. Donc, il dit que tout le chemin de la vie est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Wow. J'adore. Merci. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.